Contact extraterrestre avec la planète Vénus. Vidéo exposant en résumé le contact extraterrestre avec Vénus, dont le contenu complet est à retrouver dans un article écrit du site contactstellaire.fr. Partie 2. Ils rejoignent un grand vaisseau mère de 600 mètres de long et 45 mètres de diamètre, le même type d'engin qui est dit avoir observé à distance lors du contact du 20 novembre 1952. La petite vedette entre par une large ouverture vers l'arrière du vaisseau mère et glisse sur des rails, guidés par magnétisme et friction. À ce moment, Adamski dit ressentir pour la première fois une sensation de chute, parce que la soucoupe cesse d'utiliser sa propre énergie et devient dépendante de celle du grand vaisseau. Sur une plateforme, un homme de petite taille, peau sombre, béret et combinaison de vol, fixe une pince métallique reliée à un câble afin de recharger la vedette. On lui explique que ces petites soucoupes ne produisent pas d'énergie et doivent revenir périodiquement se réalimenter. À bord du vaisseau mère Venusia, Adamski est conduit dans une vaste salle de contrôle rectangulaire remplie de cartes, de graphiques lumineux et d'instruments reliés à de puissants télescopes. Il mentionne la présence d'un robot automatique, mais dit qu'on lui demande de ne pas en expliquer le fonctionnement. Il est ensuite amené dans un grand salon, qu'il décrit comme simple et raffiné, baigné d'une lumière bleutée douce. Dans ce salon, il rencontre deux jeunes femmes qu'il décrit comme d'une beauté exceptionnelle. La première, qu'il nomme Kalna, aux cheveux dorés et yeux d'or, au teint translucide, est vénusienne, et lui offre à boire une eau d'une pureté remarquable. La seconde, brune aux yeux noirs, robe vert pâle et sandales couleur cuivre, qu'il appelle Ilmut, est originaire de Mars. Une attitude est chaleureuse et gracieuse. Il remarque un portrait d'un être d'apparence androgyne, jeune, symbolisant la vie sans âge, présenté comme une image familière dans leur foyer et leur vaisseau. Il observe aussi des tableaux représentant d'un côté une cité vénusienne organisée en cercle et de l'autre un paysage pastoral martien. Adamski apprend que ce vaisseau mère qui transporte 12 vedettes, bien que gigantesque à ses yeux, est en réalité un petit modèle comparé à d'autres cités flottantes de plusieurs kilomètres. On lui parle de croisières interplanétaires, ouvertes à tous dans ces grands vaisseaux, organisées régulièrement, où des citoyens visitent d'autres mondes pour apprendre et partager. La Terre, selon eux, serait jugée trop immature et belliqueuse pour accueillir ces visites de manière ouverte. La maîtrise de la gravité et l'usage de courants naturels de type magnétique de l'espace permettent ces voyages très rapides sans propulsion mécanique visible. Ilmut revient en tenue de pilote brun clair. Elle invite à rejoindre des niveaux supérieurs aux visites avec Firkon. Adamski décrit des couloirs lumineux, une cabine de pilotage, des hublots invisibles, pouvant s'ouvrir à volonté pour voir l'espace extérieur, et la présence de dispositifs automatiques, de ce qu'il appelle des télescopes, qui sont des écrans de vue à longue distance, et de ce qu'il appelle des périscopes, en fait des sortes d'écrans de visualisation de plus petite taille. Il décrit cela avec ces termes des années 1950. Il visite le hangar à vedettes et l'atelier de réparation associé, des techniciens étant dédiés à ces tâches. Les systèmes servant au support vital et aux autres fonctions sont tous dans des larges murs qui séparent les pièces, accessibles par des portes pour aller les maintenir. Un robot pilote automatiquement, mais un pilote doit être présent de service à proximité pour prendre le relais du pilotage automatique au moindre problème. Un champ de protection entoure le vaisseau pour le protéger des collisions avec des météorites et autres débris spatiaux, qui peut être proche ou étendu à plusieurs kilomètres de distance selon leur vitesse de déplacement. Adamski décrit également une technologie comparable à une télévision, capable d'enregistrer son et images d'une planète survolée et de traduire automatiquement les langues, en s'appuyant sur les lois du son et de la vibration. Savoir qu'ils estiment jadis connu sur Terre est malheureusement perdu, qui est la base essentielle de l'éducation. Le vaisseau atteint environ l'altitude de 80 000 km de la Terre et Adamski contemple l'extérieur par les hublots. L'espace noir lui paraît rempli de lumière colorée comme des lucioles, et la Terre devient un globe lumineux entouré de brume. Cette vue nourrit chez lui une méditation sur le contraste entre la philosophie pacifique de ses hôtes et la mentalité guerrière terrestre. Les visiteurs insistent sur l'idée qu'ils ne peuvent pas imposer une destinée à l'humanité. Ils peuvent conseiller, inspirer, mais non intervenir par la force. Mais les questions d'influence mentale, de forme pensée
et d'une confiance dans la capacité de l'opinion publique à afficher et diriger. Le poste de pilotage est occupé en permanence par un roulement de pilotes qu'ils ont en grand nombre à bord. Ils sont toujours par équipe de 4, 2 hommes et 2 femmes, et Kalna et Helmut sont pilotes sur ce vaisseau vénusien. Durant le voyage, Adamski reçoit des enseignements supplémentaires concernant les courants magnétiques dans l'espace. Ces courants sont décrits comme des flux naturels d'énergie, reliant les corps célestes entre eux, formant une sorte de réseau invisible à l'échelle cosmique. Les vaisseaux spatiaux utilisent ces courants comme des voies de circulation, s'y insérant sans les perturber, ce qui explique leur capacité de déplacement à grande vitesse, sans consommation d'énergie telle que comprise par la science terrestre. Il lui est expliqué que ces courants magnétiques jouent également un rôle fondamental dans l'équilibre des planètes et dans la circulation de l'énergie vitale à travers l'univers. Les explosions nucléaires sont particulièrement dangereuses car elles perturbent ces flux, créant des déséquilibres susceptibles de se propager bien au-delà de la Terre. Adamski rapporte que cette notion lui est présentée comme un fait scientifique avancé et non comme une spéculation spirituelle. Adamski rencontre aussi une personne d'apparence âgée, la seule qui n'ait pas l'air d'avoir entre 25 et 35 ans, qui dégage une profonde sagesse, et dont il apprendra qu'il a plus d'1 millier d'années. Il est considéré par tous comme un maître, et il va lui parler de vérités essentielles et des lois universelles pendant 1 heure, dans une discussion dans le salon en présence de tous, qu'il écoute avec une grande attention soutenue. Le maître explique à George Adamski que l'univers est vivant, infini et organisé selon des lois universelles. Il est composé d'innombrables mondes semblables à la Terre, dont beaucoup sont habités, mais qui évoluent comme des formes de vie à part entière. Les civilisations avancées ont progressé en respectant ces lois naturelles et spirituelles, ce qui leur permet de voyager librement dans l'espace, la notion de distance devenant relative. L'être humain, fondamentalement adaptable, pourrait vivre sur d'autres planètes, comme il s'adapte déjà à des conditions variées sur Terre. La Terre n'est pas le monde le plus arriéré de l'univers, mais elle demeure la moins avancée du système solaire en raison de ses conflits, de son égoïsme et de sa stagnation morale. Le maître précise que les vaisseaux spatiaux ne volent pas comme des engins terrestres, mais neutralisent les effets de la gravité et de l'atmosphère, ce qui explique leur manœuvre. Cette connaissance ne peut être transmise tant que l'humanité n'aura pas appris à vivre en paix, car un tel pouvoir serait aussitôt détourné à des fins de conquête. Le message central concerne l'urgence du danger nucléaire. Les radiations menacent la vie terrestre, l'équilibre de la planète et la sécurité de l'espace. Les visiteurs ne peuvent imposer leur aide, le choix appartient aux terriens. Le rôle est d'avertir et de transmettre un message de responsabilité, de fraternité et de progrès intérieur. Le maître affirme que la perfection est un chemin évolutif jamais figé, et que l'humanité peut encore changer rapidement si elle choisit la conscience, la tolérance et l'amour, invitant Adamski à poursuivre sa mission de témoignage. Après cet entretien avec le maître, Adamski poursuit ses échanges avec ses amis de l'espace. Il lui explique que leur non-intervention ne relève pas d'une philosophie ou idéologie, mais de lois universelles qu'ils n'ont pas créées et auxquelles toutes les civilisations assez avancées pour les percevoir sont soumises. Selon ces lois, chaque forme de vie intelligente doit choisir seule son devenir sur son propre monde, sans intervention directe d'un autre. Ils ajoutent que l'observation répétée de vaisseaux comme les leurs conduit progressivement les peuples sur Terre à reconnaître leur origine non terrestre et à prendre conscience de l'importance des messages transmis par l'intermédiaire de contactés pour influencer. Adamski apprend ainsi qu'il a été observé pendant de nombreuses années avant d'être choisi pour établir ce contact. Kalna explique que la présence d'êtres venus d'autres planètes, vivant parmi les humains sur Terre, remonte à environ 2000 ans. Kalna lui dit qu'après la crucifixion de Jésus, envoyé par eux comme d'autres avant lui pour aider l'humanité par l'incarnation, les visiteurs ont choisi une méthode moins dangereuse, venir dans leur corps physique en vaisseau. Des volontaires spécialement entraînés sont assez intégrés discrètement parmi les terriens, sans révéler leur identité, afin d'apprendre leur langue et leurs coutumes, puis retourner sur leur planète pour transmettre ses connaissances. Kalna ajoute que leur civilisation conserve une mémoire détaillée de l'histoire de la Terre sur les 78 millions d'années passées, et que des récits similaires du passé, produits par des humains, ont été perdus avec les civilisations terrestres détruites par des catastrophes comparables à celles qui menacent encore l'humanité. Au terme de cette nuit, Adamski est ramené en vedette au sol, et ensuite ramené en voiture à son hôtel à Louvre.
Il est incapable de dormir, convaincu de la réalité physique de l'expérience et persuadé qu'il doit transmettre ce qu'il a vu et entendu, même si cela lui attirera scepticisme et moquerie. Il dit qu'on lui a promis de futures rencontres et que tout se fera au moment juste. Le 21 avril 1953, Adamski redescend à Los Angeles dans le même hôtel, avec le même sentiment d'un rendez-vous imminent qu'en février. Firkon le retrouve dans le hall de l'hôtel et lui transmet un mot-clé d'identification, car leur signe de reconnaissance discret, par une façon de se serrer la main, est déjà connu d'autres contactés et s'est diffusé. Cela est destiné à sécuriser d'éventuelles approches futures par des personnes inconnues d'Adamski. Ils partagent un repas 5, puis Firkon développe une critique des habitudes émotionnelles terrestres. Colère, peur, agressivité, égoïsme, infiltrant même les recherches spirituelles. Les gens se pensent doux, étant capables de perdre leur calme et même de devenir agressifs et perdre toute raison avec fureur pour un tout petit incident, au nom de ce qu'ils croient être une légitime défense, alors que ce n'est en fait qu'un déséquilibre émotionnel qui doit être reconnu comme tel pour être réduit et supprimé. Firkon présente l'idée d'une responsabilité collective et d'un apprentissage des lois universelles. Et ils partent ensuite en voiture, par une nuit d'orage vers une zone isolée. Adamski voit un appareil plus grand que la vedette vénusienne, environ 30 à 40 mètres de diamètre, dôme plus plat. Le pilote, qu'Adamski nomme Zool, dit que l'appareil vient de Saturne, mais est transporté lui aussi par un vaisseau mère. Lors du décollage, Adamski décrit une brève secousse, comparée à un objet arraché à un aimant. Ce qui peut arriver sur leur vedette vénusienne aussi, comme cela lui avait été dit et raison de l'existence d'une rang à côté des bancs. Puis, un vol où la sensation de mouvement demeure minime. Zool précise que l'équipage est interplanétaire et que la vedette, bien que construite sur Saturne, n'appartient à aucune planète en particulier. L'intérieur de cette vedette saturnienne est bien plus grande et plus compartimentée. Il en décrit le plan comme une roue. 4 couloirs radio menant à une pièce centrale, avec un mât magnétique porteur d'énergie, traversant 2 grandes lentilles, au sol et au plafond, faisant chacune le diamètre double de celle de la vedette vénusienne. Les murs ont une hauteur de 6 à 9 mètres jusqu'au plafond. Le couloir circulaire périphérique est doté de hublots beaucoup plus grands que sur la vedette vénusienne. 4 groupes de 4 hublots répartis par cadran autour du vaisseau. Des passages arqués, situés en vis-à-vis dans les murs des couloirs radio, permettent de rentrer dans les pièces intérieures de chaque cadran de mur. Il visite un des cadrans, contenant environ 12 chambres dortoirs individuelles, fermant par des portes, dont certaines étaient ouvertes, et il pouvait voir l'intérieur optimisé de façon fantastique. On lui fait savoir que le système de machinerie et un atelier de réparation est aussi accessible depuis les dortoirs, mais il ne les visitera pas. Avec une sorte d'échelle de bateau avec rampe, il va à un niveau supérieur, contenant un réfectoire, servant aussi de salon de repos avec des divans, directement sous le toit. Puis, allant dans un autre des cadrans, on lui montre une salle de contrôle avec opérateur, et on lui dit qu'un compartiment attenant contient 2 petits disques enregistreurs téléguidés, destinés à la collecte d'informations qui sont envoyées en direct, en double, à la fois à la vedette et au vaisseau mère. Dans un autre cadran, on lui explique qu'il y a le stockage de la nourriture et du matériel nécessaire à un long voyage, mais il lui est précisé que l'appareil n'est normalement pas prévu pour un voyage interplanétaire dans l'espace en dehors du vaisseau mère. Enfin, le dernier cadran qu'il visite contient la cuisine, qui est une pièce nue mais dont les murs sont doublés de placards invisibles, contenant ustensiles et nourriture ainsi que la vaisselle et tout le nécessaire. On lui montre le système de cuisson par rayon haute fréquence, qui est situé derrière une petite porte en verre, qu'on peut rapprocher de l'idée de micro-ondes. L'alimentation est présentée comme majoritairement végétarienne, la viande n'étant consommée qu'en cas de nécessité. Sur les principes énergétiques, Zool reste volontairement vague, disant ne pas pouvoir livrer des détails susceptibles d'être mal utilisés sur une Terre gouvernée par l'émotion et l'impulsivité. Une autre magnifique salle de relaxation est accessible au-delà de la cuisine. Peu après, la vedette rejoint un vaisseau mère saturnien, qui est différent du vaisseau mère vénusien de sa précédente visite. Depuis le niveau d'arrivée de la vedette dans un hangar, Adamski prend une plateforme qui est un ascenseur magnétique, dans une cage verticale desservant 7 niveaux. Les balcons extensibles se déploient comme des ponts-levis et se referment hermétiquement. Il arrive dans un grand salon où 12 personnes discutent. Il y a 6 hommes et 6 femmes. Les femmes portaient des robes magnifiques en colure ronde,
avec des manches longues serrées au poignet, et une large ceinture ornée de gemmes scintillantes comme seul ornement. Leur taille allait de 1,50 m à 1,75 m, mince et magnifiquement formée, aux traits délicats, des teintes de peau variées, de rosé à la couleur olive, des petites oreilles, une chevelure tombant sur les épaules. Elles paraissaient toutes ne pas dépasser la vingtaine, mais Shirkom lui dira qu'elles ont des âges allant de 30 ans à 200 ans. Hommes et femmes portent des sandales. Et les hommes portent des blouses blanches brillantes, très ouvertes à l'encolure, avec des longues manches serrées au poignet, comme cela se faisait au XVIIIe siècle sur Terre. Ils ont aussi un pantalon ample, semblable au pantalon terrien, mais d'une matière et texture douce inconnue d'Adamski. Leur taille va de 1,50 m à 1,80 m, magnifiquement formée et proportionnée. La couleur de peau variait là aussi, et l'un d'eux avait la peau cuivrée. Les cheveux avaient des coupes et longueurs variées, mais aucun ne portait de cheveux longs comme Horton. Adamski dit qu'il apprendra plus tard qu'il y avait une raison particulière au port des cheveux d'Horton, qu'il ne donne pas. Ils paraissaient tous n'avoir pas dépassé la trentaine, et Firkon lui dit qu'ils avaient de 40 ans à plusieurs centaines d'années. Adamski dit que si n'importe lequel de ces hommes venait sur Terre, on ne le distinguerait pas d'un terrien. Après qu'il ait salué tout le monde, autour d'une grande table ovale, on leur sert une boisson claire au goût de jus d'abricot dans des gobelets. La table est transparente, ni en verre ni en plastique, il ne connaît pas le matériau, sans nappe ni décoration. Il y a 15 chaises tout autour, une par personne, vous s'assoient tous. Une femme prend la parole et lui explique que ce vaisseau mère est un laboratoire volant, dédié à l'étude de l'espace, des conditions de vie planétaire, avec la nécessité d'apprendre aussi les langues des mondes étudiés pour y parvenir. Elle lui dit que sur le vaisseau vénusien, on lui a parlé de ses missions, mais ici, sur le vaisseau saturnien, il pourra aller voir le fonctionnement des divers appareils du vaisseau, qui servent dans ses missions. Elle ajoute que ce vaisseau n'appartient à aucun monde, il est universel, piloté par des gens de nombreuses planètes. Ici, 3 fans sont de Mars et 3 de Vénus. Il devait y en avoir aussi 3 de Saturne qui ne sont pas venus pour un empêchement. Mais il y a des hommes de Saturne qui sont là. Elle ajoute que parfois des hommes et femmes d'autres systèmes stellaires se joignent à eux. Une autre femme, de Mars, lui parle des guerres et conflits sur Terre qui sont contraires aux lois du divin, qui a créé la vie, et que eux comprennent et voient, ce qui les attriste. Après diverses discussions d'ordre moral et spirituel, une des femmes annonce qu'il est temps qu'ils aillent tous se changer pour mettre leurs vêtements de pilotage et lui faire visiter le vaisseau. Dans le salon, pendant l'attente, avec Zul et Firkon, Adamski remarque une carte spatiale, montrant 12 planètes de notre système solaire et des systèmes voisins d'étoiles, avec leurs planètes représentées autour, ainsi que des dessins expliquant des conditions du genre météo-spatial pour le voyage entre ces étoiles qui nous sont inconnues. Il y a aussi un plan diagramme du vaisseau sur une autre carte. Des peintures murales émettant des vibrations les rendant comme vivantes représentaient des lieux de divers mondes déjà visités par le vaisseau. Puis, les 6 femmes et 6 hommes reviennent en combinaison, et ils partent tous vers un large ascenseur pour visiter le vaisseau. Ils descendent au pont où est arrivée leur vedette, et Adamski découvre derrière elle un vaste hangar. Il voit 4 vedettes identiques sur des rails, tout un système de rails d'arrivée et de départ, et il tente de déduire l'organisation technique du vaisseau. Dans la suite de la visite au laboratoire, il décrit des consoles, graphiques et instruments, servant à analyser atmosphère, éléments et phénomènes cosmiques, ainsi qu'une salle où reposent 12 disques enregistreurs de tailles très diverses. Ces sondes collectent et transmettent des données, ne pourraient être désintégrées à distance pour éviter des dommages. Leur mission s'affiche sur des écrans qui traduisent signaux et vibrations, en images et en sons. Et Adamski indique que ce système permet aussi d'apprendre des langues et de mesurer les dispositions amicales ou hostiles des humains. Lors de la visite du laboratoire, il y avait 6 hommes qui s'affairaient sur les appareils. Ils ont été remplacés par les 6 qui les avaient accompagnés depuis le salon. Une des femmes explique que les personnes qui manipulent ces appareils sont l'équivalent de ce qu'on appellerait des savants éminents. Adamski remarque un insigne sur l'épaule gauche de 4 des hommes. Il est expliqué par la femme que ce symbole indique qu'ils viennent de Saturne. Ces disques enregistreurs sont envoyés dans l'atmosphère terrestre, et il est montré à Adamski les mesures enregistrées par les disques sur des écrans. Les charges électriques et magnétiques de l'atmosphère sont affichées, gaz et pression atmosphérique, courant d'air. Il est expliqué par Zul que grâce à ces disques, ils ont été alertés d'anomalies à la limite de l'atmosphère terrestre, qui s'aggravent avec chaque nouvelle explosion atomique. Adamski observe aussi sur écran
des cycles de condensation pour les rassembler, de dispersion, de particules fines de débris spatiaux, un mouvement cyclique, tourbillonnant de formation d'agrégats qui se dispersent ensuite immédiatement. Zool lui explique que les mouvements suivent ceux d'une force omniprésente dans l'espace, qu'ils utilisent pour la propulsion, des courants dits magnétiques. Concernant la défense du vaisseau, Zool affirme qu'il n'attaque pas, mais évite, accélère ou modifie leur fréquence au point de devenir invisible, expliquant qu'un avion entrant en contact avec leur champ de force pourrait être détruit. Zool dit à un moment à Adamski que le vaisseau s'est approché de la Lune. On lui montre par instrument de vision une Lune dotée d'une atmosphère de nuages très fins et imperceptible depuis la Terre du côté visible de la Lune. Au bord de la Lune, Zool lui explique qu'il existe une zone tempérée, avec des nuages plus lourds qui s'y forment comme sur Terre. Il indique à Adamski que la face visible de la Lune est comparable à un grand désert de la Terre. Mais ce n'est pas la même chose partout. Le côté caché est plus froid, mais sur une zone intermédiaire, là où les nuages se forment, il y a une petite zone tempérée. Du côté visible, on lui montre en zoom que beaucoup de cratères plats sont des vallées entourées de montagnes rocheuses, avec parfois des traces nettes d'anciens cours d'eau sur des flancs de montagne. D'autres cratères sont des impacts de météores au sol. Dans certaines ornières au sol, tout au fond, il voit une légère végétation existante, et il aperçoit courir un tout petit animal à fourrure à l'écran. Après ces observations, il remonte au salon où il rencontre un homme d'apparence d'une quarantaine d'années, aux cheveux noirs, les yeux sombres, qui se décrit comme un maître dégageant une bonté et une autorité naturelle. Le maître explique à Adamski qu'ils étaient heureux d'avoir pu lui montrer une toute petite partie de l'univers du père. Le message insiste sur l'unité de toute vie, la relativité des différences humaines, l'idée que le corps est un logis temporaire et que l'intelligence survit à la forme. Le maître insiste sur la peur comme chaîne principale des hommes. On est sur la vocation de service à une intelligence universelle. Pendant toute la discussion, des images mentales projetées dans l'esprit d'Adamski lui permettent de visualiser ce dont le maître lui parle. Le maître conclut en demandant à Adamski de témoigner de tout ce qui lui a été montré, et que l'espace n'est pas une barrière. Puis, Firkon et Zool le ramènent à la vedette, et ils retournent sur Terre à l'endroit même du départ. Ils retrouvent la voiture, et Firkon ramène Adamski en voiture à son hôtel. Adamski dit ressortir de cette rencontre transformé, revêdifié, persuadé de rester relié intérieurement à ses interlocuteurs. Adamski retourne à Los Angeles le 8 septembre 1953 et retrouve Firkon et Ramu à l'hôtel. Dans un café, il commande des cas d'actualité de rencontres avec des vaisseaux par des terriens. D'abord une brûlure d'un chef scout en Floride, appelé Sonny Desverger, attribué non à une flamme, comme il en a témoigné, mais au frottement sur le champ de force d'une de leurs vedettes qui décollait, pendant que l'un effrayé se jetait vers eux avec une machette. Il est rappelé à Adamski que lui aussi a failli subir des conséquences graves de frottement sur leur champ de force, et aurait été brûlé si Horton ne l'avait pas rattrapé lors du contact de Desert Center. Et il a évoqué aussi le cas du capitaine Thomas Mantle, mort en pilotant son avion, qui allait à la poursuite d'un ovni repéré. C'est présenté comme un accident lié à l'entrée accidentelle d'un bout d'aile de l'avion de Mantle dans la zone du champ de force de leur vaisseau. Ramu explique que le champ fonctionne par une radiation magnétique émise qui sépare les molécules qui relient les matériaux rencontrés, et a provoqué l'accident en provoquant un effet de succion du bout de l'aile qui est entré dans le champ, ce qui a aspiré l'avion entier et l'a projeté, fait partir en vrille et cracher. La conversation s'élargit alors à une histoire cosmique de notre monde. La Terre était la planète qui évoluait la plus lentement pour accueillir la vie humaine dans notre système. Les premiers habitants y furent emmenés depuis d'autres planètes. Il parle à Adamski des colonisations anciennes, des départs, des changements naturels qui engloutirent des terres, des mythes résiduels de la présence des anciens pionniers. Puis, il expliquait qu'il y a des millénaires de cela, une réunion de maîtres de sagesse de nombreuses planètes a décidé d'utiliser la Terre comme lieu d'exil pour des fauteurs de troubles d'autres mondes, rapprochés des anges déchus des traditions. Les gens de divers mondes rendirent visite à ces exilés pour les aider et les guider à travers les siècles, mais l'aide fut rejetée pendant longtemps. Puis, à un moment donné, les gens ont réussi à vivre les uns avec les autres assez longtemps. C'est alors que la Terre était considérée comme un jardin d'Éden, avec une abondance et une nature prodigue de plus. Mais il y eut à nouveau des conflits et divisions, engendrés par des désirs de possession et de pouvoir. Les divers clans revendiquaient chacun le droit de diriger la planète entière, car ils venaient d'un monde plus avancé que les autres selon eux. Puis, avec le temps se formèrent les nations, les cultes,
Tout cela sépara encore plus les terriens des lois divines. Des envoyés des peuples de l'espace venaient de temps en temps essayer d'aider. Ils ont été qualifiés de messies, qui réunissaient des disciples, mais ils furent à chaque fois détruits par les hommes. Ramu évoque la réincarnation comme mémoire profonde voilée sur Terre, à cause de la différence de fréquence planétaire. L'enfance est plus courte ailleurs, et il existe aussi la possibilité de transmigration vers d'autres planètes avec continuité de conscience. Ils insistent sur une éthique qui proscrit de nuire volontairement à toute forme de vie, et sur une vision de l'échec comme apprentissage. Plus tard, le soir du 8 septembre 1953, alors qu'Adamski avait pris la route pour quitter Los Angeles et qu'il était arrêté à un hôtel pour la nuit, Ramu, qui savait où le trouver toujours de façon aussi mystérieuse, vient le voir pour l'inviter à retourner dans leur vaisseau. Il le conduit en voiture jusqu'à la vedette saturnienne pilotée par Zool, puis ils rejoignent le vaisseau mère. Le vaisseau s'élève, dit-il, très haut afin d'éviter une forte activité aérienne terrestre. On lui dit que c'est le maître qui a demandé à faire venir Adamski et que sa visite dans le vaisseau n'est dédiée qu'à cette rencontre. Dans le salon, il retrouve à nouveau l'équipage qu'il connaît déjà et 2 femmes saturniennes supplémentaires, vêtues de tuniques bleu clair, portant un insigne sur la manche droite près de l'épaule, identique à celui vu sur les Saturniens du laboratoire la fois précédente. Il les décrit avec des cheveux et yeux bruns sombres, des cils épais recourbés, un teint blanc presque éclatant mais rosé aux joues. Elles ont une blouse avec un col roulé et une jupe à large ceinture, des sandales aux pieds. Ils attendaient la venue du maître. Alors qu'il s'assoit à l'arrivée du maître, Adamski demande à l'une des femmes saturniennes d'expliquer la signification de leur insigne. Le dessin est une sphère entourée d'un anneau et dans la sphère une paire de plateaux en équilibre. Elle répond que cela indique que Saturne est le tribunal de ce système, sans expliquer ce que cela signifie. Le maître annonce que cette convocation est destinée à lui dire des choses qui peuvent sembler des répétitions, mais sont très importantes. Son enseignement développe l'unité absolue de la vie, et la faute centrale des humains qui fragmente la réalité en doctrines et en catégories. Il utilise des comparaisons de transmutation et insiste sur la conscience comme principe unificateur, le 5e sens qui donne la vie aux autres sens. La responsabilité vibratoire et l'intention sont mises au premier plan, la mort étant décrite comme un changement de demeure plutôt qu'une fin. Le maître enseigne que la véritable intelligence de l'homme ne réside pas dans le corps mais dans un principe universel assimilé à l'âme, dont les sens physiques ne sont que des instruments. Tant que l'homme s'identifie à sa forme, il reste enfermé dans une perception limitée, mais en se reconnaissant comme l'occupant du corps, il accède à une conscience universelle et à la connaissance de l'intelligence divine. Cette compréhension doit être vécue et non seulement pensée et comprise. L'homme n'a rien à ajouter à lui-même, seulement à exprimer ce qu'il est déjà, ce qui met fin aux souffrances. Le maître souligne enfin que l'universel englobe le physique et que toute vie appartient à une même intelligence suprême, raison pour laquelle les civilisations avancées ne peuvent nuire sans se nuire elles-mêmes, chaque chose évoluant vers un but commun. En effet, les civilisations avancées comprennent que détruire une partie du tout revient à se détruire soi-même. À ce niveau de conscience, rien n'est perçu comme laid ou inutile. Toute chose est vue comme engagée dans une évolution ascendante vers un but universel, sans séparation ni division. Le maître explique que l'homme est une manifestation éternelle, appelée à vivre dans un présent continu, et que les différences entre les peuples de la Terre et ceux des autres mondes ne sont pas physiques, mais liées à leur compréhension de la vie, laquelle fonde des sociétés où tout service est également honoré. Il précise que se nourrir ne relève pas de la destruction, mais de la transmutation d'une forme de vie d'un niveau inférieur vers un niveau plus élevé, processus conforme à la loi d'évolution lorsque l'intention est le service, et dont la mise en pratique transformerait jusqu'aux conditions de la planète elle-même. Enfin, il avertit que l'humanité terrestre, en maîtrisant les éléments sans en comprendre les lois, s'expose à l'autodestruction, rappelant qu'il n'existe qu'une seule vie indivisible, et que la séparation entre spirituel et matériel est la source des conflits humains. En fin de conversation, le maître confie explicitement à Adamski la mission de transmettre ses vérités par la parole et par l'écrit, avec l'idée que le souvenir lui reviendra au moment d'écrire. À la fin de cette visite, Adamski est reconduit sur Terre à son hôtel. Il décrit un retour silencieux, un état de paix, et la conviction intime qu'il n'y a pas de séparation. L'année 1953 dans son récit apparaît ainsi comme un enchaînement de contacts gradués.
talked to him? You asked I him? have, more or less on gestures and mental telepathy, as it is known talk transfer. He does not speak. I mean, they He don't have didn't at the time, but I have met him since, and he does speak very well English as well as in the other language. Did he tell you where he came from? Yes, this time he told me he was from Venus, although I have met men from other planets as well. Fin de la partie 2. Suite à venir en partie 3. Si vous êtes intéressé à en savoir plus, un article complet dont est issue cette vidéo résumée est à retrouver sur le site contactstellaire.fr. Vous trouverez le lien vers l'article dans le descriptif attaché à cette vidéo.